Hello tout le monde, moi c'est Lila Et moi, Lilia, et nous sommes les You Cream Sisters, Et aujourd'hui on va vous parler d'une vidéo qui nous est très chère. et qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, on voulait la faire dès le début de la chaîne, Mais malheureusement, il n'y avait pas assez d'images disponibles. alors on a dû attendre. Et il y a eu un peu plus d'images qui ont été uploadées depuis, ce qui nous permet de vous faire un sujet. Comme le format que vous aimez tant, Et on vous laisse avec la vidéo. Une femme est retrouvée brûlée dans un bâtiment abandonné. Impossible de savoir qui elle est, mais l'histoire qui se cache derrière cette Jane Doe va littéralement bouleverser l'Amérique. Aujourd'hui, la triste histoire d'Erika Hill. Nous postons de nouveaux sujets inédits chaque semaine, alors abonnez-vous. Le 26 février 2007, deux frères se promènent dans la ville de Gary, dans l'Indiana, et alors qu'ils traversent une ruelle, ils aperçoivent ce qu'ils pensent être des jambes humaines à l'entrée d'un garage abandonné. Ils s'approchent et font une macabre découverte. Il y a un corps carbonisé, partiellement habillé, juste sous leurs yeux. Alors, ils appellent immédiatement la police. Les policiers sont perplexes, ils se rendent sur place, et il y a bien un corps. Et quelqu'un a tenté de le brûler. Et très vite, il est évident pour les enquêteurs que cette personne n'a pas été brûlée à cet endroit, elle a été brûlée ailleurs, et son cadavre carbonisé a été placé ici après. L'autopsie révèle qu'il s'agit d'une femme, le corps mesure environ 1m62-65 pour 46 kilos. Elle aurait entre 16 et 25 ans, même s'il est plus probable qu'elle ait la vingtaine. Elle serait morte la veille, et ce que va encore révéler le corps est à la limite du supportable. La pauvre présente plus de 170 cicatrices sur le corps, et elles sont toutes à des stades de guérison différentes, ce qui veut dire qu'elles lui ont été infligées à différents moments de sa vie. C'est une véritable martyre que les policiers ont sous les yeux. Et ce n'est pas tout. Elle présente des signes de malnutrition et a été tuée par asphyxie. Même si elle a été poignardée, c'est l'asphyxie qui l'a tuée. Une vraie boucherie. Elle a des tresses, mais on n'en saura guère plus. Il est impossible, vu l'état de son corps, de déterminer par exemple la couleur de ses yeux, ni même la couleur de ses vêtements, à l'exception de ses sous-vêtements roses. Et impossible d'établir une identification visuelle vu l'état de son visage. Les enquêteurs pensent immédiatement à une prostituée, peut-être qu'elle a été retenue captive par son proxénète, qui sait. Comme on ne peut l'identifier, elle portera le nom de Jane Doe, et plus précisément celui de Lake County Jane Doe. Les officiers comparent sa description à celle de personnes portées disparues qui pourraient éventuellement correspondre, mais ils ne trouvent rien. Et malgré les appels à l'aide pour l'identifier, la femme reste inconnue. Personne ne semble avoir déclaré sa disparition. Et c'est plutôt compréhensible car vu l'état de son corps et les sévices qu'elle a subis, quiconque se manifestera sera le premier à être suspecté. Et les années, malheureusement, vont passer une à une sans qu'on ne trouve ni son coupable, ni son identité. Cette pauvre martyre demeure inconnue et elle vient rejoindre la longue liste de cold case. Il faudra attendre 2014, soit 7 ans, pour que l'affaire connaisse une avancée. Cette année-là, le Centre national pour les enfants disparus et exploités décide d'établir plusieurs portraits de ce à quoi la victime aurait pu ressembler à différentes périodes de sa vie. On peut voir les cicatrices de griffures qu'elle a sur la tête. Elles sont juste effroyables et sont le témoin silencieux de nombreuses années d'abus. Peut-être que ces composites rappellera quelque chose à quelqu'un, alors il est diffusé dans l'espoir que quelqu'un se manifeste. Mais rien. Mais il ne va pas falloir attendre très longtemps pour qu'enfin soit levé le mystère sur cette Jane Doe. Il y en a une qui sait quelque chose. C'est une jeune femme, une certaine Kiara Hill. Elle a longtemps recherché sur Internet une Jane Doe pouvant correspondre à la description de celle qui était sa sœur adoptive. Et un jour, elle était tombée sur le composite effectué par le Centre national pour les enfants exploités. Et c'est elle, c'est Erika, elle en est sûre. Il faut dire que la jeune Kiara est troublée psychologiquement. La jeune femme a, comme de nombreuses personnes, eu une enfance et adolescence difficile, ponctuée par des mauvais traitements, dont elle essaye encore de se relever. Alors, elle s'est tournée vers un psychologue pour avoir de l'aide. Elle s'est longuement confiée à son psychologue, à qui
elle a confié quelque chose d'incroyable. Sa sœur adoptive a été tuée, et elle pense l'avoir retrouvée il y a peu, et en plus de ça, elle sait qui a fait ça. Alors sur les conseils de son psychologue, elle part au commissariat de Gary, et elle va expliquer la vie tragique de cette Jane Doe aux enquêteurs. Lake County Jane Doe s'appelle en réalité Erika Antoinette Hill, et elle n'a pas 20-25 ans comme les enquêteurs le pensent, mais seulement 15 ans. Elle est née en 1992. Les enquêteurs en restent bouche bée. Et ce n'est pas une prostituée, comme ils l'ont longtemps pensé, loin de là. Et voici ce qui est arrivé à cette jeune fille. Sa mère biologique était toxicomane. Alors, ayant renoncé à ses droits parentaux, l'enfant avait été accueilli par sa grand-mère maternelle. Mais la grand-mère maternelle est morte en 2001 alors qu'Erika n'avait que 9 ans. Et c'est à ce moment qu'elle a été adoptée et élevée par la cousine de sa mère, une certaine Taylin Hill. Et pour information d'ailleurs, la mère biologique d'Erika, avec qui elle n'était pas en contact, est morte quant à elle en 2009, soit 2 ans après qu'on ait retrouvé le corps d'Erika. Taylin Hill, la mère adoptive, est une éducatrice spécialisée qui s'occupe d'enfants malmenés par la vie. Alors, qui de mieux que cette femme connue pour avoir le cœur sur la main pour élever la petite Erika? Nul doute qu'elle aura un foyer aimant, entouré de sa nouvelle maman et de ses enfants. Mais malheureusement, c'est tout l'inverse qui va se produire. Si en société Taylin est une mère modèle, en privé, c'est un monstre. Elle s'en prendra à ses enfants, mais plus particulièrement à la petite Erika. Et c'est tous les jours qu'elle va la battre, quotidiennement, donc, et sur plusieurs années, et avec une violence inouïe, ce qui explique les 170 cicatrices retrouvées sur la malheureuse. Et c'est dès l'année 2000, avant même qu'elle ait accueilli Erika, que les services sociaux se sont intéressés à elle. Ils avaient ouvert une enquête concernant les mauvais traitements que subiraient les propres enfants de Taylin. Elle avait par exemple pour habitude de ne pas présenter ses enfants à l'école sous de faux prétextes lorsqu'ils présentaient des traces évidentes de coups. Il y aura de nombreuses autres enquêtes entre l'an 2000 et l'an 2005, mais à un moment, les services sociaux n'arriveront plus à joindre Taylin, qui fera donc la sourde oreille, et plutôt que d'aller la chercher ou de s'alerter d'autant plus, eh bien les services sociaux vont laisser les choses en suspens. C'était 2 ans avant la mort d'Erika, qui se retrouve donc, une nouvelle fois, livrée à elle-même avec cette violente mère adoptive. On pourrait se dire que ces suspicions de maltraitance auraient dû normalement lui faire perdre son emploi, qui, rappelons-le, est au contact des enfants, mais non, il n'en est rien, ça n'a eu l'air de déranger personne. Et pour vous faire une idée de ce que subissait Erika, et je vais vous faire l'impasse de ce que subissaient ses propres enfants à Taylin, eh bien Taylin avait pour habitude de se promener dans la maison avec une rallonge électrique autour du cou, qu'elle utilisait pour fouetter Erika quand elle en avait envie. Elle obligeait aussi la petite à se tenir sur un pied pendant qu'elle battait l'autre jusqu'au sang. Il n'y avait pas que les coups qu'Erika subissait, elle était aussi affamée. Chiara dira d'elle qu'elle était si affamée qu'elle en avait le teint gris. Elle était le souffre-douleur de Taylin, et tous les moyens étaient bons pour torturer la pauvre enfant. Un jour, Taylin avait emmené Erika à l'hôpital, après lui avoir fracassé la main avec un marteau, mais elle a fui avec l'enfant lorsque les médecins lui ont demandé de lui faire enfiler une blouse d'examen. Elle avait peur que les médecins ne découvrent ses nombreuses blessures. Et un jour de l'année 2007, alors que Taylin était seule avec l'adolescente, et sans qu'on ne connaisse les raisons exactes, si raison il y a, eh bien Taylin a redoublé de violence. Elle a battu Erika avec un objet très lourd, a tenté de l'étouffer en plaçant un chiffon dans sa bouche avant de la poignarder. Et voilà, elle en avait fini avec Erika. Après de nombreuses années de torture et de mauvais traitements, elle est morte. Elle est là, dans la baignoire de la salle de bain. Elle s'était étouffée avec son bâillon. C'est ça, finalement, qui l'a tuée. Et Taylin est plutôt fière d'elle. Elle appelle ses 3 enfants, qui étaient à l'extérieur, et leur demande de venir immédiatement à la maison, et elle les conduit dans la salle de bain. Et c'est sans une once d'émotion qu'elle leur montre Erika. Les 3 enfants, Chiara, Joshua et Ciara,
tous adolescents à l'époque, sont sous le choc, et Taylin les avertit. Demain, ils l'aideront à déplacer le corps. Et personne n'ose s'interposer. Pour les adolescents, s'ils tentent quoi que ce soit, ils seront les prochains. Ils savent toute la folie et toute la violence dont leur mère est capable. Alors, le lendemain, elle les force à placer le corps dans des sacs poubelles, puis à la placer dans le garage, au sous-sol, dans un congélateur. Et elle prend soin d'acheter des vêtements dans une boutique bon marché afin de brouiller au maximum les pistes. Et le corps restera dans le garage un certain temps, jusqu'à ce que l'odeur de décomposition devienne insupportable pour Taylin. Après un certain temps, Taylin a forcé ses enfants à mettre le corps dans la camionnette familiale. La famille a pris la route direction Chicago afin d'abandonner le corps. Taylin a choisi de la jeter sous un viaduc, mais avant ça, elle prend soin de casser une à une les dents d'Erika pour qu'elle ne puisse jamais être retrouvée grâce à son dossier dentaire, comme il est d'usage de le faire en cas de disparition. Puis, elle y met le feu avant de rentrer à la maison. Puis après réflexion, une fois arrivée à la maison, Taylin a décidé qu'il fallait déplacer le corps parce qu'elle avait peur, je cite, qu'une personne âgée ne découvre le corps et qu'elle n'ait une crise cardiaque. Alors la famille retourne au viaduc, récupère le corps, ou plutôt ce qu'il en reste, et conduit le corps dans la ville de Gary, où il sera retrouvé dans un bâtiment désaffecté. Et les policiers se sont donc trompés. Non, la petite Erika n'avait pas été tuée la veille, elle avait simplement été placée dans un congélateur. Les enfants, par peur de représailles, ont toujours gardé le silence, et quand des proches se sont inquiétés de ne plus revoir Erika, Taylin a répondu qu'elle était retournée vivre dans sa ville natale de Joliet, dans l'Illinois, ville où habitait à l'époque sa grand-mère. Kiara s'était confiée à un petit ami à l'époque qui ne l'a jamais cru, et elle a cependant remarqué que sa mère était devenue moins violente depuis le meurtre. Elle utilisait désormais ses mains pour les taper, elle et ses frères et sœurs plutôt que des objets. Taylin a été arrêtée le 14 septembre 2015. Son profil a de quoi choquer. Comme je vous le disais, elle était éducatrice spécialisée du Madison School District entre 1998 et 2004. Elle avait perdu son poste en 2006 après n'être jamais revenue de congé. Puis elle était revenue en tant que remplaçante en 2013 et c'est à son arrestation qu'elle a été révoquée une bonne fois pour toutes. Face aux preuves accablantes, elle a été accusée de meurtre au premier degré de 6 chefs d'accusation de maltraitance et de négligence. L'entourage de Taylin était surpris. Comme je vous le disais, elle était considérée comme gentille, a toujours pris soin de ne jamais maltraiter les enfants dont elle avait la garde devant d'autres personnes. Pour beaucoup, c'était celle qui avait eu la générosité de recueillir la pauvre petite orpheline Erika, mais quelques membres de sa propre famille ont cependant témoigné qu'ils avaient toujours su que quelque chose clochait avec elle, qu'elle avait un caractère particulier en privé, et qu'elle pouvait faire preuve d'une extrême violence. Comme les autorités ont eu peur qu'elle se suicide, elle a été surveillée 24 heures sur 24 dans sa cellule. Elle a plaidé coupable pour éviter la prison à vie et a été condamnée à 20 ans de prison le 7 novembre 2016. Et malheureusement, il n'y a aucune photo d'Erika, comme si elle n'avait jamais existé. Ne demeure que ces quelques composites. Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Peggy Lynn Johnson, celle que l'on a longtemps surnommée Racine County Jane Doe. Elles sont souvent comparées. Ce sont toutes les deux des orphelines martyrs. Je vous laisse aller voir sa vidéo sur la chaîne, nous l'avons déjà traitée. La pauvre Erika, quant à elle, est venue au monde dans de piètres conditions, abandonnée par sa mère, maltraitée par sa mère adoptive. Le lot de consolation de cette histoire, c'est qu'au moins, il y a désormais son nom sur sa tombe, elle a retrouvé son identité, et ils sont des milliers, rappelons-le, à ne pas avoir eu cette chance. Et attendent, eux aussi, qu'un proche passe la porte d'un commissariat, à l'image de Kiara, et dise toute la vérité. On ne sait toujours pas vraiment pourquoi Taylin s'en est pris si violemment et plus
particulièrement à Erika. Comme je vous le disais, il semblerait qu'elle avait toujours été jalouse du lien qu'avait la petite avec sa grand-mère, c'était sa chouchou, et ça Tayline ne pouvait le supporter. Mais en est-on vraiment sûr? Et après tout, peut-on vraiment expliquer la folie de quelqu'un? Pas toujours. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram, LilaXLilia. Merci à tous pour vos messages sous la vidéo du Face Reveal. C'était vraiment trop mignon et on est encore en train d'y répondre. C'est très touchant. Merci de nous avoir suivis et on vous dit exceptionnellement à demain sur YouCrime pour une autre triste histoire.